Je voudrais, si vous me le permettez, vous raconter une histoire. Une histoire que je n'ai jamais racontée. Vous savez ce que disait Lénine ? Poursuivez, monsieur Malhuret. Lénine disait « Les siffleurs ont une tête d'oiseau ». Messieurs les censeurs, bonsoir. À ma gauche, le général Tapioca du Vieux-Port, chauffé à blanc par les résultats qu'il surestime, ressort son marxisme archi-trépassé, son keynésianisme pour cours de récré, on augmente les dépenses de 250 milliards et hop, ça en ramène 267. Dans une exaltation qui lui donne plus que jamais l'air de parler depuis le sommet d'une barricade, l'expert en nigologie, depuis le trotskisme de sa jeunesse jusqu'au soutien inconditionnel à Poutine, a ressorti le programme commun du frigo et l'a imposé au reste de la gauche, avec en prime l'entrée de la France dans l'alliance bolivarienne. C'est un peu la Yvette Horner de la politique. Son blog comporte une liste de 180 thèmes rangés par mots-clés. Démocratie n'y figure pas. Avec l'effarant appui de pas mal de médias prosternés comme des lapins dans les phares, il s'est décrété Premier ministre. Le plus cocasse est que certains l'ont cru. Après tout, dans l'Empire romain, on a bien nommé un cheval consul. L'histoire m'absoudra, disait Castro, mais il se trompait. L'histoire le désignera aux côtés de Staline, de Kim Il-sung ou de Pol Pot comme l'un des pires bourreaux de leur propre peuple. J'entends les sanglots pathétiques devant la statue de Bolivar du commandante Mélenchon, adorateur de tous les tyrans pourvu qu'ils soient marxistes. J'entends les éloges appuyés du dernier parti en Europe qui ose encore s'appeler communiste. Il y a une personne qui ne sera pas là dimanche, Juanita Castro, la sœur de Fidel Castro, exilée depuis bien longtemps, a annoncé qu'elle n'irait pas à cet enterrement. Madame Royale, elle ira, excusez-moi Monsieur le Président, j'ai été interrompu. Madame Royale, elle ira et s'abstiendra sans doute de toute critique envers le caudillo beauté de la Havane. La démocratie est une promesse toujours inachevée. Au fur et à mesure que progressent les libertés, le bien-être et les conquêtes sociales, les inégalités qui subsistent, même minimes, deviennent insupportables. Si chacun est libre de s'accomplir, chacun peut se comparer et donc être frustré. C'est donc une société qui produit de la déception et la fatigue d'être en permanence responsable de son destin. S'y ajoute désormais la formidable accélération des réseaux que j'appelle asociaux, ou plutôt de certains d'entre eux. Alors que les sociétés humaines ont toujours eu un besoin vital de valeurs communes, et la démocratie encore plus car elle promeut l'individualisme, les créateurs de ces réseaux ont très vite compris que ce qui créait le plus de buzz, donc le plus d'abonnés, donc le plus de pubs, donc le plus de profits, était le contraire des idéaux démocratiques. L'émotion contre la raison, l'injure au lieu de la courtoisie, la menace au lieu du respect. Il y a quelque temps, Obama, sans doute un des meilleurs connaisseurs des réseaux sociaux puisqu'il est le premier président des États-Unis à avoir été largement élu grâce à eux, déclarait dans The Atlantic « Les réseaux sociaux sont devenus l'une des principales menaces contre la démocratie. » Et en effet, ils sont le très efficace carburant de nos maladies démocratiques d'aujourd'hui, l'envie, la colère, le ressentiment, la polarisation, la haine, l'ingouvernabilité. On se moque en France des responsables politiques qui sont incapables de trouver une issue à la crise institutionnelle. Mais comment trouver une issue quand à l'Assemblée nationale, et ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la République, il y a plus de 60% de députés issus de partis populistes, extrémistes, antidémocratiques et poutinistes. Les démocraties sont-elles en danger ? La réponse est oui, et elles l'ont toujours été. Est-ce qu'elles vont changer ? Très certainement, comme nous l'expliquera sans doute Hugo Micheron dans un instant, si j'en crois le titre de son intervention. Est-ce qu'elles vont périr ? Je ne le crois pas une seconde. Mais cela dépend de nous. Et ça n'a pas changé depuis 25 siècles, quand Périclès disait aux Athéniens « Vous devez combattre pour vos lois comme pour vos murailles ». Hölderlin disait, lui, « Il y a tout à défendre, il faut être fidèle ». Soyons fidèles à nos lois, soyons fidèles à la démocratie. Merci beaucoup. Pas de chance pour nos policiers. Après le chewing-gum, le McDo, les westerns et le rock'n'roll,
On importe aujourd'hui d'Amérique les névroses sur la race qui n'ont rien à faire sur nos terres universalistes. Et le pauvre policier de banlieue est désormais traité de porc comme celui de Chicago. Il est temps que les politiques, les journalistes, les intellectuels et surtout ceux du camp du bien, terrorisés depuis toujours par la panique de ne pas être du côté des victimes, prennent conscience que le racisme n'est pas du côté de ceux qu'on accuse aujourd'hui, mais du côté des faux antiracistes que sont les racialistes, les indigénistes et les décoloniaux. L'histoire nous enseigne une leçon simple. Les nations qui refusent de voir les dangers à temps finissent toujours par payer cher leur réveil tardif. MacArthur, le vainqueur de la guerre du Pacifique, disait « Les batailles perdues se résument en 2 mots, trop tard. Pour l'Europe, prenons garde qu'il ne soit pas un jour trop tard. » Je vous remercie. Merci. Monsieur le Premier ministre, la France est aujourd'hui divisée en 2 camps, ceux qui râlent et ceux qui râlent contre ceux qui râlent. Ces derniers jours, on a surtout entendu les premiers. Je voudrais parler des autres, de tous les autres. Ceux qui ne défilent pas, qui n'ont pas de mégaphone, pas de pancarte parce qu'ils savent qu'un examen objectif des faits est toujours trop long pour une banderole. Ceux qui ne font pas grève et se font parfois pour cela injurier ou crever leurs pneus. Ceux qui ne supportent plus de voir que lorsqu'on a un problème avec le gouvernement, on s'en prend aux travailleurs naufragés dans des transports à l'arrêt, aux enfants se heurtant à des grilles d'école fermées, aux chefs de petites entreprises. Je vois que les râleurs ne sont pas seulement dans la rue. Aux chefs de petites entreprises supportant seuls le coût de l'absentéisme forcé de leurs employés, aux commerçants espérant rattraper les pertes subies l'an dernier et qui voient s'annoncer pour Noël de nouvelles pertes au plus grand profit d'Amazon, ceux à qui l'on dit que le service public a une obligation de continuité et qui constatent que 90% des grèves ont lieu dans le secteur public, ceux qui constatent que les soi-disant défenseurs du service public s'en prennent en priorité aux usagers de ce même service et que le baratin de la grève au service de tous n'est que le faux nez de la défense de privilèges corporatistes. La démocratie, ça ne consiste pas à écouter des rebelles de supermarché sauter comme des cabris avec leurs pancartes en criant « liberté ». Des 15 ans de ma vie comme médecin dans les guerres ou les épidémies, j'ai tiré une leçon simple. Ce sont les virus qui bafouent les libertés, pas les vaccins. Je voudrais, si vous me le permettez, vous raconter une histoire. Une histoire que je n'ai jamais racontée. J'avais 25 ans, j'étais coopérant. Médecin-chef d'un petit hôpital dans un coin perdu d'un pays du Sud. Hôpital est un bien grand mot, car les maigres équipements dont il disposait l'auraient à peine fait classer chez nous comme un dispensaire. Quant à médecin-chef, titre ronflant, puisque, en fait, j'étais tout simplement le seul médecin dans cette circonscription de 50 000 âmes, avec une équipe d'infirmiers formidables, habitués à travailler seuls pendant le semestre ou l'année qui séparait habituellement le départ d'un coopérant français de l'arrivée de son successeur. Un jour, après avoir entendu du remue-ménage dans le couloir, j'ai vu surgir dans mon bureau une jeune femme, 17, 18 ans peut-être, dont je me rappellerai toujours le visage. Les joues rondes d'une adolescente, toute rouge et inondée de larmes, essoufflée, une expression mêlée de terreur et d'incompréhension dans le regard. Les cheveux décoiffés, les vêtements de travers comme si elle venait de se débattre. Les bras maintenus par 2 gendarmes qui l'encadraient et la poussaient dans la pièce sans ménagement. Le matin même, un voisin, intrigué par le manège de chiens errants qui s'acharnaient à gratter la terre près de sa maison, s'était approché et avait découvert le cadavre d'un nouveau-né à peine enfoui dans le sol. L'enquête n'avait pas été bien difficile et l'on me demandait désormais d'examiner la suspecte pour savoir si elle venait ou non d'accoucher. J'étais pétrifié. Il s'agitait d'un infanticide, bien sûr, et la loi me commandait de m'exécuter. Mais je savais aussi parfaitement pourquoi cette jeune femme était là, dans un pays comme tant d'autres, où fille-mère, c'était le mot de l'époque, signifiait bannissement social et déshonneur pour la famille, où l'avortement était interdit et sévèrement puni. Et d'ailleurs, comment cette quasi-enfant aurait-elle pu se confier à quiconque pour trouver une faiseuse d'ange? J'imaginais sa vie au cours des derniers mois, engrossée par un séducteur de barrières, peut-être comme souvent par un parent,
découvrant d'abord effrayé son retard de règles, puis voyant son ventre s'arrondir et masquant sa grossesse avec de plus en plus de mal, accouchant seule en se cachant, enterrant maladroitement l'enfant sur place, folle de douleur et de culpabilité, puis rentrant chez elle et lavant ses vêtements dans la terreur d'être découverte. Et puis les chiens, le voisin découvrant le cadavre, les gendarmes et désormais le médecin, moi. Je suis resté longtemps assis, le visage caché dans les mains, cherchant désespérément comment éviter l'inévitable. Seule la jeune femme et l'infirmière étaient restées près de moi, parlant ensemble dans leur langue que je ne comprenais pas. Au bout d'un moment, sollicité par les gendarmes qui s'impatientaient, l'infirmier-major est entré dans la pièce, suivi par l'un d'eux. Surpris par la scène, pressé par le brigadier et n'ayant manifestement pas la même vision du monde que moi, ni les mêmes scrupules, avant que j'aie pu faire un geste, il s'est approché de la jeune femme, a abaissé son soutien-gorge et pressé son mamelon, d'où a giclé le lait qui confirmait le diagnostic et les soupçons. Je revois encore cette adolescente, redoublant de pleurs, ressortir accablée entre ses deux gardes. Je repense souvent à elle et à ses yeux d'animal traqué, et moi me demandant combien d'années de prison pour un infanticide et surtout combien d'années de culpabilité, peut-être toute une vie, pour avoir tué son enfant. Des histoires comme celle-là, je pourrais vous en raconter d'autres si nous en avions le temps. Des avortements clandestins qui se terminent mal, des condamnations, des stérilités définitives. Chez nous, aujourd'hui, ces histoires n'existent plus, depuis la loi Veil. Et les interventions de ceux qui m'ont précédé ont porté notamment sur le fait de savoir si la liberté de l'IVG risque un jour d'être remise en question. J'ai voulu aborder un autre versant de ce débat et vous dire que 40% au moins des femmes dans le monde vivent dans des pays où les drames tels que celui que je vous ai retracé continuent parce que rien n'a changé. En étant le premier pays au monde à garantir cette liberté dans notre Constitution, nous allons susciter, là où nous sommes encore, sinon un exemple, du moins une référence, des débats, des prises de position, des avancées, j'espère, qui rapprocheront le jour où, comme ici, les femmes seront libérées de la peur, de la culpabilité et de l'impuissance à maîtriser leur destin. Au moment de voter mercredi dernier au Sénat, j'ai revu une fois de plus le visage de cette jeune femme dont la vie et celle de son bébé ont été anéanties. Et je le reverrai tout à l'heure lorsque j'irai voter à nouveau, en espérant que mon vote soit utile non seulement aux millions de femmes que la loi protège en France, mais aussi aux millions de celles dans le monde qu'aucune loi ne protège. Comme moi, tous les sénateurs de mon groupe se prononceront en leur âme et conscience. Très majoritairement, nous voterons ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Elle lave plus woke que woke. Ah oui, en parlant d'elle, ça me revient, pardonnez-moi. Comme mâle blanc européen cisgenre et non déconstruit, j'aurais dû commencer par m'excuser pour tout ce dont se sont rendus coupables envers le monde entier, mes ancêtres, paysans auvergnats depuis des générations. Voilà qui est fait. Sandrine, donc, c'est pas de l'écologie, c'est du gauchisme sous anabolisant. La crainte obsédante que quelqu'un, quelque part, puisse être heureux. La société libérée qu'elle veut construire à coups d'interdiction me terrorise. Si c'est elle qui sort, comme on dit chez moi, elle devrait friser en avril le score d'Eva Joly en 2012. Tout ce qui bouge, on le taxe. Tout ce qui bouge encore, on le réglemente. Tout ce qui ne bouge plus, on le subventionne. Enfin, je termine par le PS, puisqu'ils sont 4. Non, je parle des 4 partenaires de la... Non, le PS est encore un peu plus de 4. Le PS, ou plutôt les 50,1% du PS, bourrage d'urne compris, qui soutiennent Faure. Ils se réveillent d'une longue léthargie. Quand Mélenchon a réintégré Quatennens, Faure n'a rien dit. Quand ils ont réintégré Bouaf, Faure n'a rien dit. En fait, Faure n'a jamais rien dit. Faure, c'était le petit chien en plastique sur la lunette arrière qui dit oui pendant tout le voyage. Mais les européennes arrivent et le trajet à 4 dans la Blablacar marqué NUPS, c'est fini. Il n'y aura pas de liste avec la France indésirable. Tout cela confirme une règle historique.
Après avoir tenté de tout détruire autour d'eux, de tout conflictualiser, les extrêmes finissent par se détruire eux-mêmes parce que leur nature est la violence. Poutine est fou comme le sang est rouge. Ce n'est pas une insulte, c'est un diagnostic. Le discours sépulcral du 21 septembre ne laisse aucun doute, un paranoïaque doublé d'un mythomane. Plus il élimine toute contradiction, plus il échappe à la réalité, au profit de son idée fixe et funeste, se venger de la chute de l'URSS. Comme beaucoup de dictateurs, ce Caligula botté souffre d'une autre infirmité. Ceux qui ont découvert stupéfaits la taille grotesque de la table où il recevait notre président ont cru à une manœuvre pour l'humilier. Les réunions ubuesques avec ses ministres à 20 mètres révèlent la vérité, le Covid le terrorise. Néron se faisait raser par ses filles de peur d'être égorgé, Staline faisait goûter ses aliments, lui, chef de la deuxième force nucléaire au monde, qui se fait filmer dans des fausses chasses à l'ours, pétoche devant le virus, comme un matamore fuyant devant une souris. Olivier Faure se tortillait depuis des mois comme un lombric entre son tango avec LFI pour les élections et le refus par la moitié de ses troupes de baiser les babouches de Mélenchon. Vous l'avez tiré d'affaire en acceptant de laisser monter les enchères jusqu'où il le souhaitait. Oublier les 2 jours fériés travaillés, abandonner l'objectif de 40 milliards d'économies, suspension de la réforme des retraites, reconduction de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, ce qui prouve une fois de plus qu'en France, les impôts temporaires sont ce qui se rapproche le plus de la vie éternelle, fiscalisation des actifs des holdings, taxation des hauts patrimoines. Votre problème n'était pas d'acheter les socialistes, il était de ne pas les payer au prix qu'ils s'estiment. Et malheureusement, permettez-moi de vous le dire, vous avez payé très cher. Permettez-moi aussi de vous dire que les hausses d'impôts ne comblent jamais le déficit, elles permettent seulement à l'État de dépenser encore plus. Comme le dit Jean Tirole, prix Nobel d'économie, nous continuons à déplacer les transats pendant que le Titanic coule. Comme si l'économie se résumait au partage d'un gâteau à taille fixe, le débat budgétaire que cherche à vous imposer le PS se résume à opposer les actifs aux chômeurs, les jeunes aux vieux, les riches aux pauvres, les entreprises aux ménages, les PME aux multinationales, les actionnaires aux autres agents économiques, le capital au travail et même les salariés aux robots. On ne résoudra rien tant qu'on n'aura pas le courage de dire que le bilan désastreux de la France depuis 40 ans et notre dette de 3 400 milliards s'expliquent très simplement par 2 mesures qui ont coulé le pays. D'abord, la retraite à 60 ans sous Mitterrand, au moment où la démographie commandait d'en relever l'âge, comme dans tous les autres pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michel Rocard en 1990. En Espagne, la retraite est à 67 ans. Pourriez-vous, Monsieur le Premier ministre, inviter un socialiste espagnol pour expliquer les finances publiques aux socialistes français ? L'autre mesure, ce sont les 35 heures sous Jospin qui ont tué notre compétitivité et, entre autres, ravagé l'hôpital public. Il ne manque plus qu'une 3e mesure pour nous achever, la taxe Zuckman, qui fera s'enfuir toutes les start-up de la tech et de l'innovation, le carburant de l'économie des prochaines décennies, où le retard de la France et de l'Europe est déjà catastrophique. La taxe Zuckman est à la croissance. La taxe Zuckman est à la croissance ce que l'hydroxychloroquine était au Covid. Il y a quelque chose qui a changé dans le paysage et c'est une nouvelle qui me réjouit. La NUPS est morte. Elle était en soins palliatifs depuis le mois de juin. Elle est aujourd'hui au stade du prélèvement d'organes. J'ai annoncé cette mort programmée le jour même de la création de la NUPS il y a 1 an. Je me permets de me citer. Les nouveaux pacsés s'entendent à peu près comme des chats dans un sac. Totalement opposés sur l'Europe et l'OTAN, sur le nucléaire, sur la loi El Khomri, sur la retraite à 60 ans, sur la 6e République, ils ne sont d'accord sur rien. Fin de citation. L'heure est venue du décès, dans une apothéose d'autodestruction dont seule l'extrême gauche est capable. Et d'abord, les marchands d'illusions de la dépense publique illimitée, alimentés par l'improbable quatuor Soros, Minc, Pigasse, Mélenchon, qui ont décidé de promouvoir en commun l'idée qu'il est devenu ringard de rembourser ses dettes. Les rois d'autrefois avaient déjà trouvé une solution qui consistait à trancher la tête de leurs créanciers.
Le monde est devenu plus doux. Aujourd'hui, on nous propose seulement de les ruiner. La décroissance est l'opium des bobos, comme nous l'ont prouvé récemment avec éclat en une du Monde, dans une proclamation aussi subversive que du fromage à tartiner, une brochette de stars kérosène au bilan carbone le plus élevé de la planète. C'est risible, mais ça n'est pas drôle. Sous nos yeux, l'international des tyrans se reforme. Le boucher de Moscou, le génocidaire des Ouïghours en Chine, le docteur Folamour de Corée du Nord, le massacreur de femmes de Téhéran et quelques autres se sont regroupés. Leur seul but, se venger, abattre l'Occident, mettre à bas la liberté et d'abord celle des femmes. Le pire est que, comme au siècle précédent, ils ont des alliés dans nos propres pays. Les adorateurs de Poutine indifférents au massacre des Ukrainiens, les complices de Xi qui se moquent des Ouïghours et de Taïwan, les alliés de Khamenei expliquant au moment où les Iraniennes meurent que le voile est saillant. En un mot, les populistes de tous bords qui partagent une idée fixe avec les despotes, la haine de la démocratie. Depuis le début de la révolte en Iran et jusqu'à la manifestation de dimanche dernier à Paris, ces professionnels de l'indignation, ceux qui battent le pavé chaque semaine pour crier que la police tue ou dénoncer le racisme systémique en France, avaient disparu. Où étaient-ils lors des 2 premiers rassemblements en soutien des femmes iraniennes, en week-end sans doute, comme lors des manifestations pour l'Ukraine? Leurs comptes Twitter qui dénoncent chaque jour le patriarcat et l'islamophobie sont devenus muets. Pas un mot de soutien, pas un appel contre la monarchie et sa police des mœurs. Pendant qu'à Téhéran, les femmes meurent sous les coups et les balles, ils préfèrent dénoncer le virilisme du barbecue, faire l'éloge d'un gifleur ou juger les harceleurs dans des comités de transparence qui sont l'oxymore le plus grotesque inventé depuis la dictature du prolétariat. Quelques-uns d'entre eux ont réapparu dimanche dernier lors du rassemblement Place de la République à Paris. Les Iraniens et les Iraniennes présents leur ont donné une grande leçon de laïcité. En signifiant à Madame Rousseau qu'elle n'était pas la bienvenue, ils ont rendu clair pour tout le monde cette évidence: on ne peut en même temps être pour le voile à Paris et défendre celles qui brûlent leur voile à Téhéran. En sifflant Madame Manon Aubry, ils ont signifié qu'un parti ne peut en 2019 marcher avec les islamistes et en 2022 soutenir les victimes de la République islamiste. En un mot, ils nous ont montré qu'on ne peut être à la fois communautariste et universaliste, il faut choisir. En Iran, des femmes risquent leur vie pour se débarrasser du voile. Ici, les intersectionnels se présentent comme une liberté. Écoutons ce que leur répond Chantal de Ruder. Le voile n'est pas un objet cultuel, mais un objet politique. C'est le produit phare de l'islamisme et c'est désormais une affirmation anti-occidentale et antidémocratique. Fin de citation. Ce morceau d'étoffe, Bourguiba l'appelait l'épouvantable chiffon. Aux naïfs qui croient que se voiler est un choix, aux décoloniaux qui n'ont jamais lu un livre d'histoire, il faut rappeler que la lutte contre le voile n'est pas une oppression néocoloniale, mais que les grands dirigeants musulmans qui avaient compris que la soumission de la femme était l'une des causes principales du déclin de leur pays l'ont tous combattu. Atatürk, le premier qui l'a interdit dans les années 20 en Turquie, Reza Shah dans les années 30 en Iran, Bourguiba plus tard en Tunisie. Nasser en Égypte s'en moquait publiquement devant le grand mufti d'Al-Azhar. Ce combat qu'ils avaient gagné a été perdu depuis la révolution islamique de 1979. Les femmes iraniennes reprennent aujourd'hui ce flambeau contre les mollahs, les ayatollahs, les dictateurs, les talibans et leur police des mœurs. C'est un coup de poignard dans le dos de ces combattantes qu'enfoncent certaines néo-féministes en condamnant toute critique du voile au prétexte de ne pas nourrir l'islamophobie. Un coup de poignard dans le dos lorsque Sandrine Rousseau déclare que le voile peut être un embellissement, ou que Rokhaya Diallo ose affirmer que la liberté peut être aussi dans le hijab. Combien faudra-t-il de morts à Téhéran pour que l'héroïsme des Iraniennes les force à ouvrir les yeux et les oreilles, pour qu'elles cessent de danser le moonwalk de Michael Jackson en faisant semblant de faire avancer la cause des femmes tout en la faisant reculer? Le 21e siècle s'annonce aussi dangereux que le précédent. Il est temps de s'en rendre compte. Ceux qui croient que nous ne sommes pas en guerre ou qui, pour se rassurer, se forcent à le croire, font une erreur tragique,
car les dictateurs et les ayatollahs, eux, savent qu'ils sont en guerre contre nous. Puissent les admirables femmes iraniennes, les héroïques soldats ukrainiens et les courageux dissidents chinois nous convaincre de nous rallier à leur cri « Liberté ». Je vous remercie. Le général MacArthur disait « Les batailles perdues se résument en 2 mots, trop tard ». L'autre jour, j'étais chez Ruth Elkrieff sur LCI et elle m'a demandé si Hidalgo pouvait ressusciter la gauche. J'ai d'abord rigolé, croyant que c'était une blague, mais en la regardant, elle était sérieuse. Alors je lui ai dit que la gauche me paraissait plus mal partie que Lazare et que pour la ressusciter, il allait falloir allumer pas mal de cierges. Ce serait bien la première fois qu'on verrait des rats nager vers un navire qui coule. J'ai eu brusquement une sorte de cauchemar éveillé, Monsieur le Premier ministre. J'étais ici, à cette tribune, et en face de moi, à la place où vous êtes, ce n'était pas vous. C'était Lucie Castet. À ses côtés, Sandrine Rousseau, ministre des Finances et de la Décroissance, Sophia Chikirou, garde des Sceaux, Aymeric Caron, ministre de l'Écologie et des Insectes, Sébastien Delogu, ministre de la Mémoire et des Anciens Combattants, Louis Boyard, ministre du Développement durable et du Cannabis, et Jean-Luc Mélenchon, ministre des Affaires étrangères et de l'amitié avec la Russie, le Hezbollah et l'Alliance bolivarienne. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis aperçu que j'étais en train de tomber de mon siège. Pendant 15 jours après le 7 juillet, le mot d'ordre fut « Macron doit nommer immédiatement un Premier ministre NFP ». Question des journalistes, qui est votre candidat? Réponse, on ne sait pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Après 2 semaines de bras de fer et de crise de nerfs, une inconnue tombe enfin du ciel. Pendant 24 heures, Huguette Bello devient le nouveau Dalai Lama. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle n'est pas woke, mais pas woke du tout. Anti-mariage pour tous et tout le tralala. Panique au NFP, exit Huguette. Quelqu'un propose Laurence Tubiana, organisatrice de la COP21. Horreur, on s'aperçoit que Macron l'a nommée à l'UNESCO. Une macroniste première ministre du NFP, l'afficha absolue. Exit Laurence. Au bord du gouffre, alors qu'il n'allait plus rester que Ségolène Royal, on finit par débusquer dans les combles de la mairie de Paris une sémillante fonctionnaire, jamais élue nulle part, et co-animatrice de l'incroyable dette de 10 milliards d'euros de la capitale. Par miracle, cette Annapurna de la pensée politique, auprès de qui les Bertrand, Cazeneuve ou Barnier ne sont que des billes, accepte de faire bénéficier les Français de son inexpérience. Le NFP tient sa première ministre. Du moins, c'est ce que croient les socialistes, les écolos et les communistes. Ceux qui n'ont pas compris, et on s'étonne d'une telle naïveté, c'est que jamais Mélenchon n'a envisagé un Premier ministre de gauche. Jamais. Au moment même où le nom de Lucie Castet est prononcé, une fatwa vient la faucher en quelques mots. Le programme, rien que le programme, mais tout le programme. En bon français, ça veut dire Madame Castet disposera de 193 voix à l'Assemblée et pas une de plus. Exit Lucie. En un mot, si vous avez compris le NFP, c'est qu'on vous a mal expliqué. La gauche responsable, celle qui est largement représentée dans cet hémicycle, du moins c'est ce que je pensais jusqu'à il y a quelques minutes. La gauche responsable fait une tentative désespérée alors en proposant le nom de Bernard Cazeneuve. Cette fois, Mélenchon n'a même pas besoin de lever le petit doigt. Fort, le socialiste,
se charge lui-même du sale boulot en déclarant que nommer un Premier ministre socialiste serait une anomalie. Cazeneuve est des nôtres, il sera censuré comme les autres. Exit Bernard. Un jour, dans les manuels de sciences politiques, un long chapitre expliquera comment, en 2024, la gauche s'est vendue pour un plat de lentilles à une secte gauchiste, en pleine dérive islamiste et antisémite, dirigée par un ancien lambertisme, dirigée par un ancien du lambertisme que les communistes eux-mêmes qualifiaient il y a quelques années encore d'hitléro-trotskisme. Quant à l'extrême droite, qui prétend elle aussi qu'on a volé l'élection à ses 11 millions d'électeurs, elle oublie de dire que 20 millions d'autres ont décidé d'associer leur voix au deuxième tour pour lui faire barrage devant la radicalité de ses positions, un programme économique fonçant droit vers l'abîme et une flopée de candidats imprésentables entre les casquettes nazies et les propos antisémites sur les réseaux asociaux. Elle n'est pas légitime à gouverner et elle le sait très bien. Elle attend son heure et si cette heure vient un jour, elle aura été soigneusement préparée par la folie de l'extrême gauche et la capitulation du premier secrétaire du Parti socialiste, l'homme caoutchouc. La première puissance de la planète, garante de l'ordre actuel, est devenue celle qui le conteste. Elle était notre alliée, elle est aujourd'hui notre adversaire, avant de devenir peut-être demain notre ennemi. Elle était un rempart contre les dictatures, elle semble sur le point d'en devenir une. Si nous peinons à comprendre, c'est d'abord parce que le trumpisme est une incohérence, une doctrine simpliste et des actes qui ne cessent de la démentir. Pourquoi Trump est-il prêt à s'essuyer les pieds sur l'Europe, au Groenland? Pourquoi Poutine a-t-il cru qu'il pourrait envahir l'Ukraine sans réaction? Pourquoi les Chinois inondent-ils l'Europe de leurs produits en trouvant toujours une porte d'entrée complaisante? Pourquoi l'Europe, dont le PIB est comparable à celui des États-Unis ou de la Chine et 10 fois supérieur à celui de la Russie, est-elle traitée comme quantité négligeable? Parce que l'Europe n'est ni un pays, ni une puissance, ni même une confédération. Dépendante énergétique de la Russie, dépendante militaire des États-Unis, dépendante commerciale de la Chine, son contresens historique sur l'histoire des 30 dernières années l'amène à s'effacer de l'histoire du monde, comme à la limite de la mer, un visage de sable. Le syndicalisme trash, c'est ça. Des salariés payés le double de la moyenne qui empêchent les autres de travailler et qui en plus prétendent les défendre. À tous ceux tentés de croire à cette arnaque, je voudrais rappeler ce dicton: on finit toujours par payer le joueur de pipeau. Le comble du cynisme, c'est quand on apprend que ces grèves n'ont rien à voir avec le pouvoir d'achat, mais que ces règlements de compte à CGT Chorale. Les durs de la Fédéchimie, mécontents que Martinez, fidèle à sa conception de la démocratie, ait nommé tout seul sa successeur qu'il trouve trop molle, déclenchent la grève pour le déstabiliser. Pour les faire taire, il en rajoute dans la radicalité, sur le dos des Français, comme toujours. Personne n'est dupe, et l'automne chaud que nous promettent les agents d'ambiance de l'agit-prop piétine. Les grèves sont condamnées par une majorité de Français. La journée d'hier fut un échec, comme le fut dimanche la marche des grouchos marxistes de la NUP, emmenée par le Che Guevara de Nation Bastille. Contrairement à ce que prétendent depuis des mois les trafiquants de fake news, les résistants des boulevards, les has-not-been de la chanson française et les Sakharov de la dictature sanitaire, nous avons aujourd'hui 3 certitudes. Premièrement, le vaccin empêche l'immense majorité des formes graves. Deuxièmement, la probabilité d'un séjour en réanimation est 10 fois supérieure chez les non-vaccinés. Troisièmement, les services d'urgence sont remplis par la petite minorité qui refuse la vaccination. La conclusion est d'une simplicité biblique. Il faut vacciner le plus de monde possible, le plus vite possible. 92% des Français l'ont compris, pas les anti-vax. Depuis 1 an, ils nous tannent avec leur convaincre plutôt que contraindre, nous disent de faire de la pédagogie, de ne pas stigmatiser, eux qui stigmatisent tous les autres. Il faudra bientôt vacciner en cachette et raser les murs pour ne pas les déranger. Eh bien, nous n'allons pas raser les murs, nous allons répondre. Et d'abord aux politiciens aux abois qui essaient de se refaire la cerise, aux philosophes de comptoir qui confondent liberté et irresponsabilité,
aux agités du télébocal qui crient à la démocratie bafouée. Les Philippot, Asselineau, Le Pen, Dupont-Aignan ou Mélenchon, ce pacte germano-soviétique de la désinformation, ont été successivement pour la chloroquine, contre le vaccin, contre le pass sanitaire et maintenant contre le pass vaccinal, avec une infaillibilité absolue dans l'aveuglement. Ces amoureux des dictatures, il faut quand même qu'ils soient gonflés pour accuser le gouvernement et le Parlement de prendre des mesures liberticides. S'ils avaient été au pouvoir, la vaccination aurait perdu des mois et les morts auraient été bien plus nombreux, comme chez leurs amis Bolsonaro l'antivax ou Poutine et son vaccin inopérant, réclamé à grands cris par Mélenchon et dont même les Russes ne veulent pas. Les Français n'auraient eu droit qu'au remède bidon d'un gourou rocambolesque validé par la Twitter School of Medicine et la Facebook University. Ces stakhanovistes de l'erreur et du cynisme sont contre le pass vaccinal, pas pour préserver la santé de nos concitoyens, mais pour récupérer les voix des extrémistes. Quoi que vous fassiez, monsieur le ministre, pour eux, vous ferez mal. Je vous suggère une idée pour vacciner les 5 millions qui manquent à l'appel. Interdisez le vaccin, ils exigeront que tout le monde se le fasse injecter. Un rappeur en mal de notoriété a commis un clip intitulé « Pendez les blancs ». Quelques phrases de ce chef-d'œuvre: je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs. Attrapez-les vite et pendez leurs parents. Écartelez-les pour passer le temps. Sur plainte du ministre de l'Intérieur, ce grand artiste a été condamné à une amende avec sursis. Le racisme n'est qu'une des plaies béantes des réseaux dits sociaux. Et le racisme anti-blanc n'est pas plus tolérable qu'un autre. Les autres plaies s'appellent sexisme, intimidation, usurpation d'identité, harcèlement, injures et menaces de mort. Les GAFA font le service minimum pour conserver leur business juteux. Mais Mark Zuckerberg a dû convenir lui-même qu'il n'avait pas les moyens de réguler efficacement ces plateformes et n'a rien trouvé de mieux que d'appeler les gouvernements à légiférer. Il est urgent de le prendre au mot. Les Allemands n'ont pas hésité à faire une loi ordonnant le retrait de contenus haineux sous 24 heures. Qu'attendons-nous pour les imiter? Une proposition de loi est en préparation, nous dit-on, à l'Assemblée nationale. Je voudrais être sûr, monsieur le ministre, que le gouvernement ne l'accueillera pas d'une main tremblante. Il ne s'agit pas de liberté d'opinion et de censure. Il s'agit de lutter contre des délits graves, le plus souvent commis anonymement. Il me semble même que le sujet est tellement grave qu'il justifierait un débat national et une unité européenne aujourd'hui balbutiante. La haine ou le racisme n'ont pas leur place chez nous. Nous ne sommes pas au Far West et même dans la jungle, il y a une loi. Il est urgent de faire respecter les nôtres. Nous ne savions pas. Combien de fois cette excuse a-t-elle servi à ceux qui ont choisi de fermer les yeux? La Shoah, elle avait lieu dans le secret des camps. Le génocide Khmer Rouge dans un pays cadenassé. L'Holodomor dans l'Ukraine impénétrable. Le Goulag dans l'inaccessible Kolyma. Le Laogai au fin fond de la Chine interdite. Cette excuse, je n'y crois pas. La vérité ne s'est jamais dérobée qu'à ceux qui ne voulaient pas voir. Ces massacres, ces génocides, ces crimes contre l'humanité ont leurs bourreaux, mais aussi leurs complices. Les bourreaux sont connus, de Hitler à Staline, de Mao à Mengistu, de Pol Pot aux généraux birmans. Là où nous sommes concernés, ce sont les complices. Les complices actifs d'une part, les idiots utiles de l'autre. Les complices chez nous en 39-45, les fascistes français et les collabos. Du temps de l'URSS, les partis communistes occidentaux flanqués de tant d'intellectuels prestigieux. Du temps des 40 millions de morts du grand bond en avant, les sectes maoïstes puissamment aidés par la fine fleur de l'intelligentsia française. Les idiots utiles, écoutez-les pendant l'Holodomor. Édouard Herriot qui en revient à l'été 33, je vous affirme que j'ai vu l'Ukraine tel un jardin en plein rendement. Il n'y a que jardin potager et kolkhoz admirablement irrigués et cultivés et récoltes décidément admirables. Des phrases aussi inimaginables ont été proférées par des Romain Rolland, des Langevin, des Malraux et des dizaines d'autres. Toutes ces visites Potemkines ont eu lieu au plus fort de la famine, lorsque des parents mangeaient leurs enfants morts, lorsque la loi sur les épis condamnait à 10 ans de camp ou à la peine capitale toute personne ayant glané quelques épis de blé ou de seigle dans les champs. De toutes les victimes des génocides, des famines organisées, des massacres, certaines ont été victimes 2 fois. Une première fois assassinées, une deuxième fois lorsque les crimes n'ont pas été jugés.
Les bourreaux qui ont perdu ont été condamnés, parfois avec beaucoup de retard, mais condamnés. Les nazis à Nuremberg, les Khmers rouges à Phnom Penh, les génocidaires Hutus à La Haye. Mais il n'y a pas eu de Nuremberg pour ceux qui n'ont pas perdu leur guerre. Les Staline, les Mao Tse-tung et tant d'autres sont morts dans leur lit. Pire, ils ont eu tout le temps de maquiller l'histoire et de s'exonérer. C'est l'identité des socialistes depuis le congrès de Tours qui disparaît quand on passe de Léon Blum à Léon Trotsky. C'est la victoire posthume de Gued sur Jaurès. Ça sent l'histoire, disait Mélenchon avec sa modestie habituelle au lendemain de l'accord. Moi, je trouve plutôt que, comme disait Édouard Herriot, ça sent l'andouillette, pour parler poliment. Alors, l'une des raisons de ce prix, me dites-vous, c'est la phrase sur l'extrême gauche, un siècle à bouffer du curé pour finir par lécher les bottes des mollahs. Je vous dois un aveu, elle n'est pas entièrement de moi. La deuxième partie de la phrase, lécher les bottes des mollahs, je ne me rappelle même plus où je l'ai lu ou entendu, mais je l'ai lu ou entendu quelque part. Elle n'est pas de moi au départ, mais d'ailleurs, je l'ai un peu transformée parce qu'elle était un peu raide. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Dans la version initiale, le verbe n'était pas lécher, mais sucer. Et il ne s'agissait pas non plus de bottes. Je suis certain que la version initiale m'aurait valu un succès encore plus grand, mais c'était quand même à la tribune du Sénat et je n'ai pas osé. Depuis quelques jours, le concours Lépine des taxes les plus déjantées bat son plein à l'Assemblée, mené par les pistoleros de la justice fiscale. Je vois qu'en ce moment, vous aimez bien les histoires de vaches et de lait. Alors je voudrais vous raconter celle de la vache de Zuc. C'est un paysan que les gens de son village ont surnommé Zuc. Zuc n'est pas très fort en économie, il n'a qu'une vache. Elle n'a que la peau sur les os. Elle ressemble plus à une vache sacrée famélique en Inde qu'à une belle charolaise du Bourbonnais. Un matin, Zuc se lève pour aller dans son champ et là, c'est le drame. La vache est morte. Zuc tombe à genoux, se roule par terre, il crie, il lève les mains au ciel. « Mon Dieu, pourquoi as-tu tué ma vache ?» Et soudain, un énorme grondement de tonnerre retentit et il entend une voix formidable venue d'en haut. « Zuc, tu me casses les oreilles avec tes cris, qu'est-ce qui t'arrive ?» Tout tremblant, Zuc répond « Mon Dieu, c'est horrible, tu as fait mourir ma vache. » Et la voix répond « Ce n'est pas moi qui l'ai tué, c'est toi qui ne lui as presque rien donné à manger depuis 6 mois. Mais tu me fais de la peine, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Tu veux que je ressuscite ta vache ?» Et Zuc lui répond « Non, mon Dieu, je demande simplement la justice. Tue la vache de mon voisin. » Le danger d'extrême gauche paraissait le plus dangereux, exacerbé par une caisse de résonance médiatique qui confirme que rien n'est plus sonore que ce qui est creux. Mais la NUPES, attelage improbable de la gauche woke, de la gauche vélib, de la gauche caviar, de la gauche stalinienne, de la gauche trotskiste et de la gauche Hamas, s'est effondrée sous le poids de ses incohérences. Le Che Guevara des Calanques, en cédant la direction des Insoumis et la présidence du groupe parlementaire à des comparses, choisis tous deux non pas malgré, mais en raison de leurs insuffisances, a compris tardivement qu'il avait pris le train dans la mauvaise direction. Il court depuis en sens inverse dans le couloir, à grands gestes des bras et du menton, lançant ses imprécations aux alliés comme aux ennemis, mais ne parvenant qu'à démontrer que sa vie est devenue une interminable rage de dents. LFI, c'était une surprise partie. La surprise, c'est qu'il n'y avait pas de parti, pas de statut, pas de vote, pas d'élection, juste une secte gérée par un couple omnipotent, comme les Thénardier tenaient le bouge de Montfermeil. Le mouvement s'est fait à Rakiri le 7 octobre, avec l'ignominie de trop, le refus de condamner le massacre du Hamas, qualifié de mouvement de résistance. Les partenaires enrôlés dans cette pantalonnade en ont profité pour filer à l'anglaise, après que tout le monde a dessoulé. Ils resteront ceux qui ont bradé à un apprenti dictateur les valeurs de la gauche qu'ils ont fracturées pour un plat de lentilles électorales. Et sous nos yeux, l'histoire du XXe siècle se répète au XXIe siècle. Au totalitarisme nazi et soviétique ont succédé les dictatures russes, chinoises, nord-coréennes et iraniennes. Au pacte germano-soviétique, l'alliance de ces 4 tyrannies. À l'Anschluss, au Sudète et à la Pologne, répondent aujourd'hui l'invasion de la Géorgie et de l'Ukraine, les menaces sur la Moldavie, sur Taïwan et toute la mer de Chine, les appels à la destruction d'Israël.
à l'obsession d'Hitler et de Staline de détruire par tous les moyens l'ordre démocratique, fait suite la guerre ouvertement déclarée par les despotes d'aujourd'hui au monde de paix, de liberté et de prospérité instauré par les démocraties en 1945. Aux cinquièmes colonnes qu'étaient les partis communistes et fascistes d'entre deux guerres en Europe ont succédé les populismes d'extrême droite et d'extrême gauche, ouvertement alliés avec les tyrans. Ils relaient leurs activités subversives et retournent contre les démocraties les réseaux numériques dont nous avions cru qu'ils seraient un formidable outil d'information et de communication et qu'ils ont transformé en un affrontement permanent et une menace mortelle. À force de détester leur pays, les extrémistes finissent toujours par les trahir. Beaucoup de dirigeants affirment que nous ne sommes pas en guerre contre l'internationale des dictateurs, comme Daladier rentrant de Munich se félicitait d'avoir sauvé la paix. Mais il n'y a rien de plus dangereux que de croire que nous ne sommes pas en guerre contre des gens qui sont en guerre contre nous et qui le disent. L'Europe doit comprendre l'urgence de redevenir une puissance militaire. Voici 40 ans que l'immigration est l'exemple même de l'impuissance publique. 40 ans que nous faisons ce que dénonçait Richelieu qui disait « Faire des lois et ne pas les exécuter, c'est autoriser ce que l'on veut interdire ». Ceci doit nous inciter à l'humilité. Le deuxième danger, c'est le risque Dalida. Parole, parole. Les Français veulent des actes. Il y a d'abord ce dont ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus voir à la télévision des réfugiés noyés et échoués sur les plages après avoir été abandonnés par les passeurs. Ils ne veulent plus voir les pays européens se livrer à des querelles de cours d'école chaque fois qu'arrive un bateau de migrants. Ils ne veulent plus voir Calais et Vintimille. Ils ne veulent plus voir les centaines de tentes alignées le long des boulevards et des quais. Ils ne veulent plus voir les prostituées albanaises ou africaines, esclaves tragiques de mafia dont on avait cru notre pays débarrassé à jamais. Ce que veulent les Français, c'est d'abord comprendre. Ils voient bien que le maintien des illégaux sur notre territoire est un fléau pour les sans-papiers eux-mêmes, forcés à la précarité et à la clandestinité, et une épreuve pour la population contrainte de voisiner avec les squats ou les ghettos. Ils souhaitent donc que les reconduites à la frontière soient effectives. Les Français ont compris que le sujet n'est pas seulement national, mais européen. Mais ils ne comprennent pas que l'Europe n'ait ni le mandat ni les moyens de le traiter. Le plus grand défi aujourd'hui n'est-il pas de réussir l'intégration dans un pays qui voit ses valeurs s'estomper, comme s'efface peu à peu, à la surface de la mer, un visage de sable? Le plus grand défi n'est-il pas celui de convaincre Français et comme immigrés que ces valeurs ne sont pas seulement celles du passé, mais aussi celles de l'avenir? Cette question n'est pas posée qu'à vous, Monsieur le Premier ministre. Elle est posée à chacun d'entre nous. Elle est posée à notre démocratie. Napoléon disait en politique, une absurdité n'est pas un obstacle. Nous le constatons tous les jours. En ce qui concerne le PS, l'explication, qui risque de ne pas plaire, et je m'en excuse, me semble largement partagée. François Hollande a mené avec constance une politique qui ressemble à celle d'une enseigne que j'ai vue l'autre jour sur la route, restaurant ouvrier, cuisine bourgeoise. De l'autre côté, Nicolas Sarkozy déclarait le 26 mai dernier à 20h30 « Il n'y a plus de droite dans notre pays ». Je trouve le jugement expéditif. Nous savons tous qu'il est rare qu'on meure en politique. Comme le dit un proverbe cambodgien, « Quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Quand l'eau descend, les fourmis mangent les poissons. » Le monde est devenu dangereux et compliqué. Avant, vous étiez de gauche, du centre ou de droite et vous votiez en conséquence. Cette grille, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas été remplacée par l'opposition démocrate populiste. Mais il y a désormais deux axes de lecture, l'axe gauche-droite et l'axe démocrate-populiste. Je partage l'analyse du président sur ce point, mais je préfère de loin le terme de démocrate à celui de progressiste, tant j'ai vu dans ma vie se produire de catastrophes au nom du progrès. L'extrême gauche guette l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. Après avoir bloqué l'Assemblée pendant 3 ans, la secte a vu surgir un mouvement dont le nom comblait ses désirs les plus fous, « Bloquons tout ». En martelant sur toutes les tribunes que toute mesure d'économie provoquera la famine, le déluge et les sauterelles, LFI a tenté de récupérer une ébullition improvisée. Une fois de plus, heureusement, elle a échoué à la transformer en insurrection. En définitive, pauvre extrême gauche,
dont le bilan se résumera en définitive à une seule chose : un siècle à bouffer du curé pour finir par lécher les bottes des mollahs. Et s'il existait un prix du mensonge en politique, il serait remporté haut la main par Mélenchon pour cette phrase prononcée le lendemain du lynchage de Quentin Derenque : « J'ai déjà dit des dizaines de fois que les insoumis étaient hostiles et opposés à la violence. » LFI est né dans la violence, avec cette formule désormais célèbre prononcée en 2012, tout conflictualisé. LFI soutient la violence sans jamais se tromper, en baisant la main de Poutine, de Castro, de Maduro et Khamenei, enjambant les flaques partout où le sang coule à flot. Et LFI mourra de la violence au fur et à mesure que la lumière sera faite sur l'incroyable proportion de délinquants au sein de ses députés, fichés S, dealers, condamnés pour violences aggravées, violences sexuelles, violences conjugales, et jamais exclus ni du groupe parlementaire ni du parti. Il est plus que temps que la gauche coupe le lien avec une secte extrémiste, violente, anti-républicaine, communautariste et antisémite. Il y va de son avenir politique, mais il y va surtout désormais de son honneur. Je suis fasciné de découvrir que nous avons autant d'experts pour y répondre sur toutes nos chaînes de télévision. Les grands experts, très assurés, les petits experts qui manquent d'expérience sur Zoom et dont on ne voit que le nez, le menton et les lunettes en gros plan, les soi-disant experts qui répètent ce qu'ils ont entendu une heure avant sur une autre chaîne ou à la radio, et enfin les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le buzz. À force de tous les regarder, j'ai découvert un théorème que je vous propose. Plus il y a d'experts, moins on comprend. Heureusement, il reste les politiques. Ils vous ont expliqué ce qu'il fallait faire hier, ce qu'il n'aurait pas fallu faire, ce qu'il faut faire aujourd'hui et ce qu'il faudra faire demain. Je revois encore le professeur Mélenchon de la faculté de médecine de La Havane pointer sur vous un doigt vengeur et vous lancer d'une voix de stentor: il y aura un deuxième pic de l'épidémie et vous le savez. Impressionnant. J'étais au bord du retweet. Dans ce pays où beaucoup préfèrent Robespierre à Tocqueville, où l'on préférera toujours se tromper avec Sartre qu'avoir raison avec Aron, c'est toujours le libéralisme qui porte le chapeau. Même les plus ignares des antimondialistes, des populistes et des complotistes, devraient pourtant savoir, puisque même Google le dit, que Périclès, mort de la peste en 429 avant Jésus-Christ, ou Saint Louis, mort du même mal en 1270, n'avaient jamais, ne serait-ce qu'entendu, les mots de capitalisme ou de libéralisme. Le Covid n'est pas une maladie de la mondialisation, c'est une maladie tout court. Napoléon disait « l'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on s'est mis d'accord ». Aujourd'hui, il dirait « l'histoire est une suite de mensonges qui ont le plus de likes ». Il fallait trouver le responsable du complot. Au Moyen-Âge, c'était la colère divine, les sorcières ou les juifs. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. La vérité est l'exact contraire. La grande nouveauté, c'est que c'est la science qui est aujourd'hui mondialisée. C'est jamais dans l'histoire on a donné une réponse aussi rapide à une nouvelle maladie. Le génome du virus séquencé en une semaine, les premiers tests produits un mois plus tard, les essais cliniques de traitements et de vaccins déjà par centaines. À ceux qui s'impatientent, il faut rappeler que les épidémies d'avant faisaient 100 fois plus de morts, qu'il a fallu des milliers d'années avant que Pasteur, en 1885, ne découvre le vaccin contre la rage et que Yersin n'isole le bacille de la peste. Et que c'est grâce à la démocratie libérale et à ses progrès scientifiques qu'elles ont été vaincues, comme celle-ci le sera demain. Deuxième idée qui traîne, celle des prophètes, qui nous expliquent que demain, rien ne sera comme avant. Mais dès qu'on les écoute, on s'aperçoit que leur monde futur est celui qu'ils prêchaient avant. L'avenir radieux avec les lunettes du passé. Ils annoncent des révolutions, mais on s'aperçoit qu'ils profitent de la crise pour recycler des idéologies archi-dissédées. Mort du capitalisme, haine de la technique, décroissance, éloge du populisme, retour des frontières, nationalisme. Ils courent les télévisions pour annoncer l'avènement d'un monde nouveau, mais leur besace ne contient que la poussière du prêt-à-penser qu'ils ressassent depuis des décennies. La réalité, c'est que personne n'a jamais vu demain. C'est à nous de préparer l'avenir et il sera sans doute différent. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne ressemblera sûrement pas à un remake des thèses de Karl Marx, de Maurras ou de Malthus. Troisième ineptie, les régimes autoritaires seraient les grands gagnants de cette pandémie, car les plus efficaces. C'est le contraire qui est vrai. La cause de la maladie est le virus, la cause du drame est le régime chinois qui a caché la vérité pendant un mois. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui 25 000 morts en France et des centaines de milliers dans le monde. Les seuls pays qui s'en sont bien sortis sont les 4 démocraties asiatiques,
Taïwan, Hong Kong, Singapour et la Corée du Sud, qui bénéficiaient d'expériences antérieures. J'espère que personne ne va me dire « et la Chine ». La Chine qui annonce 4 500 morts sans avoir jamais expliqué à quoi servaient les 50 000 urnes funéraires livrées en urgence de nuit dans la seule ville de Wuhan. La Chine dont on ne connaîtra le nombre de morts qu'un jour lointain, comme on a connu les 40 millions de morts du Grand Bond en avant que 30 ans plus tard à la mort de Mao. Quant aux populistes en Occident, Trump qui restera comme le président du « Make the virus great again », Bolsonaro qui laisse s'infecter sans protection les habitants de ces bidonvilles et Johnson sauvé de peu de ses propres théories sur l'immunité et dont le pays détient désormais la palme européenne des victimes. Je préfère l'exemple de l'Allemagne démocratique. C'est bien sûr un peu irritant, ces Allemands qui savent toujours où sont rangées les affaires. Mais attention, d'abord l'Allemagne nous suit de 10 jours dans l'épidémie et ses chiffres montent. Ensuite, les résultats allemands sont hélas beaucoup plus proches de ceux du reste de l'Europe que de l'Asie. C'est bien chez les démocraties d'Asie du Sud qu'il nous faudra chercher des exemples si nous voulons réussir le déconfinement, et en tout cas pas chez les dictateurs. Il y aura des bosses sur la route, monsieur le Premier ministre, mais il faut prendre la route. Richelieu disait « Il ne faut pas tout craindre, mais il faut tout préparer ». C'est la tâche qui vous attend aujourd'hui, c'est la tâche qui nous attend tous. Nietzsche disait « L'Europe ne se fera qu'au bord du tombeau ». Il prédisait, avec une vision prophétique, les guerres à venir et la sagesse de ceux qui, après 1945, ont jeté les bases de l'Union européenne. Mais sa prophétie vaut aussi pour notre temps. Chaque crise depuis le traité de Rome a failli emporter l'Europe et chaque crise l'a renforcée. Celle-ci est sans doute la plus grave et c'est peut-être celle qui nous fera faire le plus grand pas. C'est le défi qui nous attend. Je vous remercie. Bismarck disait « Les lois, c'est comme les saucisses, il vaut mieux ne pas savoir comment elles sont préparées ». Mais les Français ne sont pas comme Bismarck, ils préfèrent le savoir. Et nous, parlementaires, encore plus. Vous avez les grèves et les manifs, comme Juppé en 1995, comme Raffarin en 2003, comme Villepin en 2006, comme Fillon en 2010, comme El Khomri en 2016, comme Macron l'an dernier. Enfin, un sport où nous sommes champions du monde incontestés. Marx disait que l'histoire se répète, la première fois comme une tragédie, la deuxième fois comme une farce, mais au 25e épisode, ça n'est plus une farce, c'est carrément une série Netflix, et en l'occurrence une mauvaise. Nous ne savions pas. Combien de fois cette excuse a-t-elle servi à ceux qui ont choisi de fermer les yeux? La Shoah, elle avait lieu dans le secret des camps. Le génocide Khmer Rouge dans un pays cadenassé. L'Holodomor dans l'Ukraine impénétrable. Le Goulag dans l'inaccessible Colima. Le Laogai au fin fond de la Chine interdite. Cette excuse, je n'y crois pas. La vérité ne s'est jamais dérobée qu'à ceux qui ne voulaient pas voir. Ces massacres, ces génocides, ces crimes contre l'humanité ont leurs bourreaux, mais aussi leurs complices. Les bourreaux sont connus, de Hitler à Staline, de Mao à Mengistu, de Pol Pot aux généraux birmans. Là où nous sommes concernés, ce sont les complices. Les complices actifs d'une part, les idiots utiles de l'autre. Les complices chez nous en 39-45, les fascistes français et les collabos. Du temps de l'URSS, les partis communistes occidentaux flanqués de tant d'intellectuels prestigieux. Du temps des 40 millions de morts du Grand Bond en avant, les sectes maoïstes puissamment aidés par la fine fleur de l'intelligentsia française. Les idiots utiles, écoutez-les pendant l'Holodomor. Édouard Herriot qui en revient à l'été 33, je vous affirme que j'ai vu l'Ukraine tel un jardin en plein rendement. Il n'y a que jardin potager et kolkhoz admirablement irrigués et cultivés et récoltes décidément admirables. Des phrases aussi inimaginables ont été proférées par des Romain Rolland, des Langevin, des Malraux et des dizaines d'autres. Toutes ces visites Potemkines ont eu lieu au plus fort de la famine, lorsque des parents mangeaient leurs enfants morts, lorsque la loi sur les épis condamnait à 10 ans de camp ou à la peine capitale toute personne ayant glané quelques épis de blé ou de seigle dans les champs. De toutes les victimes des génocides, des famines organisées, des massacres, certaines ont été victimes 2 fois. Une première fois assassinées, une deuxième fois lorsque les crimes n'ont pas été jugés. Les bourreaux qui ont perdu ont été condamnés, parfois avec beaucoup de retard, mais condamnés. Les nazis à Nuremberg, les Khmers rouges à Phnom Penh, les génocidaires Hutus à La Haye. Mais il n'y a pas eu de Nuremberg pour ceux qui n'ont pas perdu leur guerre.
Les Staline, les Mao Tse-tung et tant d'autres sont morts dans leur lit. Pire, ils ont eu tout le temps de maquiller l'histoire et de s'exonérer. Messieurs les censeurs, bonsoir.